Bonjour à tous, je suis là aujourd'hui pour vous présenter comment créer votre propre labo réseau système chez vous à l'aide de VMware Workstation 11, disponible sur le site de VMware en version d'évaluation 30 jours. Pour les étudiants chez nous, ils ont des licences VMware valables toute une année, donc vous n'aurez qu'à aller les chercher directement sur le panneau web. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment mettre en place les machines virtuelles minimum pour faire votre labo. Vous allez en fait avoir un réseau final qui sera complètement isolé de votre machine, donc de votre réseau domestique, et qui vous permettra par la suite de faire des tests, que ce sera en termes de développement ou de réseau, sans perturber les autres machines de votre réseau domestique, à savoir vos parents, votre famille ou autre. Donc, pour commencer, on va vous présenter VMware. Donc VMware Workstation 11, donc dernière version à ce jour. Donc là actuellement, moi je suis en version d'évaluation, enfin sur une année grâce à la licence obtenue par le centre de formation. Donc, j'ai créé un nouveau dossier labo où je vais mettre toutes mes machines virtuelles qui concernent notre labo. Donc pour ça, on va commencer par créer la première machine virtuelle qui fera le lien entre votre labo et votre réseau domestique. Donc cette machine-là va servir de passerelle. Pour ça, on ne va pas virtualiser un Cisco ou autre, on ne va pas se casser la tête là-dessus, il y a beaucoup plus simple. On va passer par une machine virtuelle Linux. Comme ça vous apprendra les bases du Linux, l'installation et surtout un petit peu de scripting pour activer le routage et du NAT. D'accord? Donc pour commencer, on va créer une nouvelle machine. Donc, New Virtual Machines, Custom, donc pour pouvoir choisir beaucoup plus d'options qu'un typical. Là pareil, donc ici on peut choisir le niveau matériel, c'est donc le niveau de matériel compatible avec les différentes versions de Workstation. Là vous pouvez laisser en 11, mais là je m'adresse surtout aux étudiants de BTS qui ont une plateforme qui tourne sous vSphere 5.5 pour leur examen. Je vous conseille d'utiliser Workstation 8, sinon vous pourrez importer vos machines, mais vous ne pourrez plus les modifier sur la plateforme. Donc 8, au moins vous pourrez modifier vos machines. Donc on choisit d'installer un système beaucoup plus tard, on choisit bien du Linux, et moi dans mon cas j'ai choisi une distribution Debian 7, donc choisissez bien la bonne distrib pour une meilleure performance et compatibilité. Next. Donc là, on la nomme. Donc moi, je pars toujours du principe que quand c'est un serveur, je l'appelle SRV. Suivi des 3 premières lettres de son système, donc Deb pour Debian, et suivi de sa fonction. Donc là, passerelle, donc gateway 01 si jamais on décide d'en mettre une beaucoup plus tard. Donc, nombre de processeurs, c'est pas une machine qui va faire énormément de boulot, donc on peut lui laisser un virtual CPU. D'accord. En mémoire, pareil, ça ne va pas beaucoup consommer, sachant que Linux peut même tourner avec 128 MO de RAM, testé et approuvé. On peut lui mettre 256 MO, c'est largement suffisant pour le peu de tâches qu'il va réaliser, et le peu de trafic. Là, on se retrouve avec les différentes cartes, le rôle qu'aura la carte réseau installée dessus. On va choisir Do Not Use pour vous montrer les 2 cartes réseau que nous, on va ajouter par la suite. Vous laissez le contrôleur par défaut, on n'y touche pas. Pareil pour le type de disque, IDE, SSI, donc plutôt utiliser SSI. On va créer un nouveau disque dur virtuel, pareil, là, stocker tout dans un seul fichier, c'est beaucoup plus simple quand vous voulez le déplacer, si jamais vous avez envie de le déplacer sur un disque ou autre. Et la taille, pareil, ça ne va pas être énorme, on va mettre du 5 Go. Linux va consommer à peine 1 Go, donc comme ça vous laisserez 4 Go pour faire autre chose, sachant qu'il n'y aura pratiquement rien à faire sur cette machine. En suivant, fini, et voilà, la machine est prête. Et nous, on va faire glisser la machine dans le dossier pour pas gêner si vous avez d'autres machines. Donc notre machine est là, on va la modifier pour ajouter les cartes réseau et le disque de l'installation, pardon. Donc, ici, on va ajouter un nouveau composant qui va s'appeler Network Adapter. Donc Next. Et là, on se retrouve avec les 3 types de réseaux proposés par VMware Workstation. Custom, je ne vais pas rentrer dans le détail, on s'en servira pas. Bridgehead, ça permet à votre machine d'être directement connectée à votre réseau. Ça veut dire à recevoir une adresse comme n'importe quel autre PC que vous auriez acheté, que vous aurez branché sur votre réseau, la box, en Wi-Fi ou autre. Nous, on ne veut pas parce que ça veut dire que n'importe qui sur votre réseau pourrait voir votre labo. Donc on va faire du NAT, c'est-à-dire que ça va réduire le périmètre, c'est-à-dire que seule votre machine à vous verra ce labo et il ne sera pas vu sur votre réseau car il passera à travers l'adresse de votre machine. Je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois,
Donc dites-vous simplement que seule votre machine à vous verra votre réseau et elle ne sera pas vue par les autres. Donc on va faire finish. Ensuite, on va en ajouter une autre qui permettra de dialoguer avec les autres machines qui seront dans le réseau isolé. Donc network adapter. Et là, on va mettre host only. Host only, comme je viens de le dire, c'est une carte réseau, un réseau qui est complètement isolé de votre système, y compris de votre machine actuelle qui va héberger ces machines virtuelles-là. Vous aurez compris que la passerelle aura pour but de faire dialoguer votre réseau isolé avec votre réseau domestique. D'accord ? Libre à vous de limiter le champ d'action. Là, en gros, la passerelle pourra donner un accès Internet à votre réseau virtuel qui n'en a aucun à la base. Donc voilà, nous avons créé nos deux adaptateurs. Enfin, on va lui indiquer l'ISO d'installation. Donc l'ISO, moi j'ai pris Debian, donc vous pouvez la chercher sur debian.org. Sur obtenir Debian, télécharger une image d'installation. Donc là c'est une image Internet, c'est-à-dire quand vous allez installer, il vous faudra obligatoirement Internet pour que ça fonctionne. Sinon, vous n'allez pas pouvoir installer grand-chose. Donc là vous choisissez soit AMD, si vous avez, AMD64 si vous avez un processeur 64 bits, ou i386 si vous utilisez un processeur 32 bits, ce qui commence à se faire rare aujourd'hui. Donc pour ceux qui en ont envie, s'ils ont un Raspberry et autres, ils peuvent se lancer dans l'expérience de monter leur propre Linux pour leur Raspberry Pi avec le processeur ARM. Donc moi j'ai déjà l'ISO, donc je vais vous montrer l'installation. On va sur CD DVD, vous utilisez le lecteur CD physique. Après vous pouvez toujours monter l'image sur un lecteur virtuel, mais bon, vu que c'est déjà proposé par VMware, ça serait bête de s'en passer. Use ISO image file, et là on va chercher notre CD d'installation de Debian, donc Debian 7, CD1. OK. Et on va démarrer la machine. Donc là, la machine démarre, et vous tombez sur le menu d'installation de Debian. Pour pouvoir utiliser la souris et le clavier dans la machine virtuelle, comme si vous les branchez en USB dessus, il vous suffit simplement de cliquer sur la machine. Là, vous voyez, j'ai plus ma souris, même mon clavier. Je suis à la touche Windows, il ne se passe rien. Donc là, moi j'ai eu beaucoup d'élèves qui n'arrivaient plus à récupérer leur souris clavier, c'est tout à fait normal, puisqu'ils n'avaient pas touché à la virtualisation avant. Vous avez une combinaison de touches pour récupérer votre souris clavier qui est sous, je dis bien sous VMware et sous Windows, parce que sous Mac ça change, etc. etc. Je vais pas... Il suffit de faire CTRL-ALT. Et là vous voyez que ma souris est revenue. Voilà, donc je clique et on va lancer l'installation. Voilà, vous pourriez mettre en anglais ou autre, mais pour la simplicité, on va choisir français. Généralement, dans le monde du travail, vous tomberez rarement sur des machines en français. Surtout dans les grosses boîtes où, comme si moi j'ai travaillé chez Saint-Gobain, on avait beaucoup de liens avec les Américains, l'Allemagne, etc. La plupart des serveurs étaient en anglais pour le bien de tous. Donc, ici, on nous demande de choisir quelle carte réseau donnera l'accès à l'Internet, notamment pour que le logiciel d'installation puisse se mettre à jour durant le processus. Donc on a dit que c'était la première carte, ETH0, Ethernet 0. C'est la première qui est connectée à notre réseau NAT. Donc on va la choisir. Donc hop, il demande une adresse au système NAT de VMware et on a bien obtenu l'adresse. Sinon on ne passerait pas cette étape-là. Donc pareil, on revient, SRVDEB, GW01, vu que c'est une passerelle. Pas de domaine, sauf si vous prévoyez d'en rentrer un plus tard, mais ça presse pas, vous n'êtes pas obligé de le rentrer obligatoirement là, vous pourrez le faire bien plus tard. Donc le mot de passe, moi je vous conseille d'utiliser le même mot de passe pour toutes les machines que vous allez créer, pour éviter de vous perdre dans la gestion de vos mots de passe. Ça reste un labo. Donc en production, effectivement, on va éviter ce genre de choses, mettre un mot de passe coucou ou des trucs comme ça à éviter bien sûr. Et là c'est un labo, donc pour gagner du temps, mettez le même mot de passe partout, et un mot de passe super simple à retenir. J'ai eu des élèves quand même qui m'avaient fait le mot de passe et qui l'avaient perdu juste après l'installation. Donc, nouvel utilisateur, généralement vous mettez root à l'envers, pour éviter de perdre du temps pour dire quel nom d'utilisateur je vais créer. Pour la plupart des Linuxiens, on s'embête pas, on met toujours le compte TOR, T-O-R. C'est un compte qui n'a pas de droit super utilisateur. Sous Linux je parle. Donc là pareil, le même mot de passe à déconseiller bien sûr. Pof pof pof. L'outil de partitionnement, on tombe donc pour partitionner les disques durs. Donc pour nous, on va pas s'embêter, on va faire un disque assisté. Donc
c'est un gestionnaire qui va faire tout pour nous. Alors que je pourrais faire manuel et vous expliquer comment créer différentes partitions de boot, etc., avec le chiffrage, etc., ou pas, ou utiliser LVM, blablabla. Pour le moment, vu que c'est une simple machine qui va faire du routage, on s'en moque. Donc, on voit notre disque dur virtuel que nous avons créé précédemment dans la création de la machine, donc de 5 Go. Et là, on va lui dire, je veux tout dans une seule partition, je ne veux pas m'embêter à créer des partitions séparées, tout ça pour le moment. Donc là, on termine la configuration et on valide le tout. Donc vous voyez qu'il nous propose de créer 2 partitions. Une partition où il va tout mettre dedans, tous les dossiers, le dossier boot, le dossier etc, le dossier home, tous les dossiers dans la même partition, et une partition de swap qui généralement fait le double de votre RAM. Si vous avez mis 256 comme moi, vous aurez une partition de 512 MO. On laisse le système de base s'installer. Vu que j'ai un SSD, ça devrait aller assez rapidement. Hop, hop, hop. Je pourrais mettre pause aussi, mais bon, vu que j'utilise Open Broadcaster pour faire la vidéo, on peut pas faire de pause, on peut juste arrêter la diffusion. Donc vu que ça va assez vite, on va prendre patience. Sinon vous avancerez la vidéo. Hein. J'ai reçu un mail. Donc pour meubler un peu, dans cette vidéo, je vais d'abord faire que l'installation de la passerelle. Viendra ensuite sa configuration. Et dans une autre vidéo, je vous ferai la présentation de la machine qui servira à résoudre les noms de domaine pour aller sur Internet. Donc ça, je pense que vous avez compris que c'était le DNS. Si vous avez pratiquement jamais vu le réseau, je vous expliquerai brièvement à quoi il sert, son rôle. Avec un petit bonus, à savoir l'authentification par le protocole LDAP, qui sous Windows est utilisé par le service Active Directory. Donc là, il me demande si je veux utiliser un autre CD pour des paquets ou autre. Donc non, bien sûr. Hein. On fait tout par Internet et le peu qu'on va utiliser des paquets. Donc, faut utiliser un miroir réseau. Alors moi, j'ai téléchargé le CD1 pour éviter d'utiliser les miroirs réseau, mais avec le débit que j'ai, je peux me permettre de dire oui. Si vous avez un gros débit, vous pouvez le faire. Vous avez un petit débit, et de toute manière, si vous avez choisi la net install, vous n'avez pas le choix. Vous devez le faire. Si vous avez le CD1 comme moi et que vous avez un petit débit, dites non, comme ça il va se passer d'internet et il va utiliser les paquets qu'il y a sur le CD et non ceux à jour sur internet. Parce que sinon la vidéo s'éterniserait un petit peu. On va le laisser faire. Juste après, il va vous proposer donc quel système, enfin les applications de base vous voulez utiliser. Donc nous on va pas s'embêter, je vais simplement lui demander de m'installer un serveur SSH pour prendre la main à distance depuis votre Windows, puisque je vous le rappelle qu'il a une carte réseau qui permet de communiquer avec votre réseau et votre PC. Donc je vous montrerai comment obtenir son adresse IP, etc. Blablabla, et ben. La prochaine fois, je trouve un logiciel pour faire des pauses quand même. Hein. Excusez-moi. N'hésitez pas à avancer. Hein. Stop, n'avancez plus. Donc,
Ça c'est pour voir si vous voulez participer aux statistiques et tout, donc vu que c'est dans le cadre d'un labo, pourquoi pas, mais bon, moi personnellement là actuellement je vais m'en passer. Mais ça peut être utile, donc à vous de voir, c'est un choix. Donc voilà, donc bien entendu, faites pas comme la plupart d'entre vous, un serveur, pour moi sous Linux, n'a pas d'interface graphique. Ça sert à rien, ça consomme de la mémoire pour rien sur le serveur et ça fait utiliser le processeur pour rien du tout. Donc vous faites un petit coup de barre d'espace et vous m'enlevez l'interface GNOME. Pareil, ça ne sera pas un serveur d'impression non plus. Non plus le serveur DNS, ça ne sera pas son rôle, bien qu'on pourrait. Mais non, on va le faire avec Windows pour que vous puissiez avoir un petit labo un peu diversifié. Et bien entendu, serveur SSH. Voilà. L'utilité visuelle du système, on va les laisser, c'est les petites commandes comme nslook, etc. etc., etc. Donc on va laisser. Et on va laisser serveur SSH et vous faites continuer en appuyant sur Entrée. Donc cette partie-là devrait être assez rapide, je l'espère. Oh oui, ça devrait le faire. Voilà. Hop, hop, hop. Vous pouvez avancer un petit peu sur la petite barre de progression en dessous. Plus vous avez qu'à suivre le pourcentage en sautant un peu la vidéo. Génial. Bon, maintenant, il va vous proposer, dans quelques secondes, d'installer le système d'amorçage de disque dur, le programme de démarrage de Grub qui s'installe sur votre disque dur, voilà, sur le secteur d'amorçage, merci. Donc, c'est ce qui permet à votre Linux de démarrer, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, hein. C'est comme votre Windows, hein. Il y a forcément un système qui permet de faire cela, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, c'est utilisé par BCDedit, etc. sur Windows. Donc installer le programme de démarrage Grub, donc oui, sinon vous avez installé que des fichiers, vous ne pourrez pas vous en servir. Voilà, fin de l'installation, on y est enfin. Et on continue. Votre serveur redémarre tout seul, vous le laissez faire comme un grand, voilà. Là, pendant 5 secondes, soit vous appuyez sur Entrée ou vous attendez, il va choisir la première. Hop. Il charge assez rapidement normalement. Hop, hop, hop. Et il va vous demander de vous connecter. Voilà, login. Donc, login créé pendant l'installation, hein. Ils ne sont pas inventés, donc essayez de vous en souvenir. Route, le mot de passe, vous pouvez utiliser Tour aussi, mais je vous conseille le compte route en labo, en production. Généralement, vous le désactiverez ou vous ferez attention. Hein. Votre mot de passe, et vous êtes connecté. Donc là, sous VMware, on a une petite console toute petite, vous voyez, ça fait pas beaucoup de lignes, tout ça. Alors que si vous avez un grand écran, c'est pratique d'avoir d'utiliser tout cet espace-là. Donc ce qu'on va faire, comme je vous ai dit, on a installé un serveur SSH. Donc un serveur SSH, c'est ce qui permet de prendre à distance la console Linux. Ça existe sous d'autres systèmes aussi, bien sûr. C'est utilisé pour même les transferts de fichiers ou autres. Donc nous, on va afficher notre adresse IP grâce à la commande ifconfig sous Linux, donc ifconfig. Et bien entendu, le numéro de notre interface, parce que vu que nous avons deux interfaces, c'est la première qui m'intéresse, et voilà. Donc là, on voit que mon serveur DHCP qui fait tourner le NAT sur ma machine VMware Workstation m'a attribué l'adresse 192, 168, 111, 128. Donc, cette adresse-là, je vais vous montrer comme quoi vous dialoguez bien avec elle. Donc, je vais lancer un CMD, hein, vous faites la touche Windows R en ayant quitté bien sûr la machine, et vous tapez CMD, et là vous allez faire un ping. Un ping est simplement une requête pour demander à un PC, est-ce que tu es là? Bien sûr, de manière grossière. Ping, l'adresse IP, est-ce que tu es là? Et vous voyez que la machine lui répond, oui, je suis là 4 fois, avec un temps de réponse inférieur à 1 milliseconde. Donc là, ça prouve que je communique bien avec ma machine. Ce qu'on va faire, on va télécharger un utilitaire qui permet de dialoguer avec SSH.
et donc d'avoir votre gestion de votre serveur sur un plus grand écran. Donc pour ça, on va utiliser l'utilitaire gratuit open source qui s'appelle Putty, P-U-T-T-Y. Et donc là, vous avez le site putty.org, donc download Putty here. Voilà, et vous prenez bien putty.exe, pas les autres. Les autres, on verra plus tard si ça vous intéresse pour générer des clés publiques et privées SSH. Donc putty.exe. Je l'avais déjà, donc je vais l'enregistrer sur le bureau. Je m'en lasse pas ce petit utilitaire. Donc hop, on va le lancer. Et donc nous obtenons un petit logiciel comme ça. Et bien là, vous allez rentrer l'adresse IP de votre machine. Donc pour moi, c'est 192.168.111. Je vous rappelle qu'elle peut différer sur votre PC, donc faites bien attention. Le port 22, c'est le port par défaut utilisé par SSH, modifiable bien entendu dans les fichiers de configuration. Là, vous donnez un petit nom à votre session, srvdeb gw01, et vous la sauvegardez, comme ça. Ça, je vais virer le truc par défaut. Ah, j'ai pas le droit. Donc, srvdeb gw01, on fait open. Ah, et là, il vous dit bien, oui, d'accord. Je ne connais pas cet hôte-là, sur le serveur auquel vous essayez de vous connecter. Donc, il vous demande d'enregistrer la clé donc, qui permet d'identifier cette machine, cette liaison, donc votre machine à vous, vers le serveur et de la stocker sur votre machine. Donc, vous faites oui. C'est ce qui identifiera que vous vous connectez au même serveur, avec la même machine, etc. etc. Donc, login as, route, le mot de passe, celui que vous avez tapé. Et voilà, et vous voyez que vous êtes bien connecté en ligne de commande. Donc, pour ceux qui ont des petits écrans, je ne vais pas faire mon méchant, je vais augmenter un peu la police. Voilà, en gras même, je suis gentil. Hop là. Voilà, et je vais mettre en plein écran, si c'est pas merveilleux. Voilà. Donc là, vous avez accès en ligne de commande à votre serveur qui tourne sur votre machine. Donc là, on commence déjà à avoir un aspect vraiment réseau système qui commence à être disponible. Vous dialoguez avec un serveur qui n'est pas sur votre réseau. Enfin, qui possède une interface sur votre réseau. Mais voilà, enfin, je me suis compris. Donc, prochaine étape. Configurer la seconde carte réseau. Parce que si on fait un if config, vous verrez qu'on ne voit pas la seconde. ETH1, elle n'apparaît pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'est pas configurée. Donc pour ça, on va installer un utilitaire en ligne de commande de texte. Donc pour ça, pour le faire, vous pouvez utiliser la commande déjà apt-get. Donc apt-get est l'utilitaire en ligne de commande qui permet de gérer l'installation de programmes ou autres. Et avant toute chose, on va lui demander de mettre à jour la liste de ces paquets. Donc en gros, c'est une liste qui fait référence pour dire tel programme, je peux le télécharger sur tel ou tel dépôt. Donc on va mettre à jour sa liste. Hop, voilà. Et on va lui dire, je veux que tu m'installes. Donc, apt-get, attends, clear, ça permet d'effacer un peu la ligne de commande. Pour que vous puissiez voir. Donc, apt-get, je veux que tu m'installes le programme qui s'appelle Nano. Nano est un éditeur texte en ligne de commande sous Linux. J'aime beaucoup Vim, qui est un autre éditeur, mais j'ai commencé à avoir une préférence pour Nano, donc, qui est déjà installé, c'est parfait. Donc faites-le si vous avez le net install, parce que par défaut il n'est pas tout le temps installé. Donc moi c'est parfait, il est déjà installé. Donc, clear. Dans le cas contraire, s'il n'est pas installé, vous n'auriez qu'à donc confirmer avec O ou Y si vous avez mis en anglais. Et ça l'aurait installé. Donc vous faites Nano. Vous pouvez voir Nano, si vous faites entrer, vous avez votre éditeur de texte, etc. etc. En bas, quand il vous dit le chevron X, en fait, le chevron représente contrôle, la touche contrôle de votre clavier ou commande sous Mac. Donc moi, je vais faire CTRL X pour quitter, et vous dit est-ce que vous voulez sauvegarder, vous faites non. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est modifier un fichier de configuration qui permettra à chaque démarrage de notre machine, de notre serveur, de démarrer l'interface réseau côté réseau isolé. Donc, nous allons faire Nano, et on va lui spécifier en argument, en faisant un espace, le fichier de configuration. Sous Linux, la majorité, je dis bien la majorité des fichiers, si ce n'est pas tous, se trouvent dans le dossier, les fichiers de configuration se trouvent dans le dossier etc. Dossier que vous retrouvez même d'ailleurs sous Windows et Mac. Donc ce dossier etc, vous avez un sous-répertoire qui s'appelle Network. Dans ce sous-dossier, vous avez un fichier qui s'appelle Interfaces.
c'est lui qui gère, sous Debian je parle, et en ligne de commande, parce que quand vous installez GNOME, vous avez un nouveau gestionnaire qui gère les interfaces réseau. Donc vous le modifiez, donc c'est entré. Vous voyez, il est presque vide. Et donc là, je vais vous montrer comment ajouter en ligne de commande, donc les lignes qu'il faut taper pour monter l'interface réseau encore vierge, on va dire, et lui attribuer un réseau. Donc là, je vais mettre dièse pour mettre un commentaire. Configuration de l'interface ETH1. Donc pour qu'elle soit faite à chaque démarrage, on va mettre auto ETH1. Et là, on va mettre, donc on peut, si on le désire, la retirer à chaud. Vu que c'est de la virtualisation, on peut se le permettre. D'ailleurs, si vous regardez un peu plus haut, il l'a mis aussi pour ETH0 lors de l'installation. Et donc, on va faire interface, ETH1, le mode réseau, ce ne sera pas en DHCP pour mon adresse, mais au contraire en statique. Là, par convention, je mets un petit espace pour montrer que toutes les lignes que je vais taper à partir de maintenant appartiennent à la ligne supérieure. Donc, vu qu'on est en adressage statique, forcément on va lui spécifier l'adresse IP, son masque de sous-réseau et sa passerelle. Mais vu que c'est lui-même la passerelle, la dernière ligne sera complètement obsolète. D'ailleurs, on ne la mettra pas. D'accord? Donc là, en anglais, adresse. Et pour se vraiment dissocier du votre réseau 192.168 quelque chose, que vous êtes certainement chez Free, SFR ou autre, qui utilise les réseaux 192.168.0 ou 192.168.1, bah nous, on va dire qu'on va se créer, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais restez raisonnable dans le type de réseau que vous avez créé, 12.16, on va dire .0, et là, moi je mets toujours la dernière adresse quand il s'agit d'une passerelle. Donc je mets 254, pourquoi je dis dernière adresse? Parce que je vais lui mettre un masque de sous-réseau en 3 fois 255. Donc, ça veut dire que les adresses possibles seront de 1 à 254. La 0 et la 255 n'étant pas utilisables. Je vous le rappelle que la 0 c'est l'adresse réseau pour une classe d'adresse IP avec ce masque-là, et la 255 c'est l'adresse de broadcast. Donc, adresse est là, netmask 255, 255, 255, 0. Pas de passerelle, mais je vous le mets en commentaire si ça vous intéresse de voir, c'est gateway et l'adresse IP. Donc là, en l'occurrence, ça serait l'adresse IP de mon serveur DHCP NAT, fourni par VMware Workstation. Donc je la connais pas, je pourrais la regarder, mais bon. Je vous la mets en commentaire, gateway, et là vous mettriez l'adresse IP, bien entendu. Je vais mettre XXXX. Voilà, d'accord? On fait un petit CTRL X. Et cette fois, on va marquer oui. Et il vous demande de confirmer sur quel fichier enregistrer. Donc, on ne change rien et on fait entrer. Voilà. Donc là, bien entendu, si je fais ifconfig, rien ne change. Par contre, si vous faites un if-up pour réveiller l'interface, et le nom de l'interface, ça va lancer ce petit script-là, le forcer, bien sûr, pour cette interface-là. Si vous marquez rien, c'est que votre fichier ne contient pas d'erreur. Et donc là, on va refaire ifconfig. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien notre petite interface qui est bien montée. On voit bien son adresse MAC, etc. Son adresse de broadcast, il a su la calculer lui-même, etc., etc. Donc, l'interface est bel et bien montée. Donc, prochaine étape. Notre machine fonctionne. Elle a son adresse, aussi bien côté Internet que côté privé qui est isolé. Donc je pourrais aller plus loin en commençant à scripter pour activer le routage et tout, mais je veux vous montrer vraiment à travers le serveur Windows qui sera dépendant en fait de ce script là. Donc je vais m'arrêter là pour le serveur Linux et je reviendrai pour une autre vidéo qui présentera le Windows. Donc voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.